Il existe une particularité étrange du rayonnement que peu de gens connaissent en dehors de notre profession. Il ne se contente pas de détruire les tissus et de briser les molécules d'ADN. Il déforme la perception. Il modifie le temps. Les personnes exposées à des doses élevées parlent souvent de sensations étranges, comme si la réalité devenait plus fine, plus perméable, comme si le voile entre ce qui est et ce qui était s'amincissait jusqu'à devenir transparent. J'ai toujours attribué cela à des lésions cérébrales, à des hallucinations causées par la mort des neurones. J'étais un homme de science, un ingénieur en dosimétrie avec 15 ans d'expérience dans la zone d'exclusion. Je croyais aux instruments, aux chiffres, à la réalité mesurable. Mais au printemps 2024, lors d'une nouvelle garde à la centrale nucléaire de Tchernobyl, j'ai rencontré un homme qui n'existe pas. Un homme dont il ne reste aucune trace, aucune photo, aucun souvenir. Un Russe qui s'est introduit dans la zone 3 ans après la catastrophe, au printemps 1989, alors que le stalking venait de commencer, lorsque les premiers aventuriers et chercheurs de profit désespérés se faufilaient à travers les cordons de sécurité pour pénétrer dans la ville morte. Il est entré dans le 4e bloc et n'en est jamais ressorti. Et maintenant, il est toujours là, répétant son dernier trajet encore et encore, coincé dans le temps, comme une aiguille sur un disque rayé. Je m'appelle Alex Thornton, j'ai 39 ans et je travaille comme spécialiste principal en radioprotection au sein d'une équipe internationale chargée de l'entretien du nouveau confinement sécurisé du 4e réacteur détruit de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Mon travail consiste à surveiller les niveaux de radiation, à contrôler les doses d'irradiation du personnel et à assurer la sécurité lors des travaux à l'intérieur du sarcophage. C'est un travail méthodique et prévisible. Vous entrez dans la zone, vous vérifiez les lectures des dosimètres, vous enregistrez les données, vous vous assurez que personne ne dépasse la dose admissible. Le travail est organisé selon un calendrier. 2 semaines dans la zone, 2 semaines de repos. Une routine habituelle qui, au fil des ans, a effacé l'aura romantique que beaucoup voient à Tchernobyl. Pour moi, c'est simplement un lieu de travail, dangereux, certes, mais compréhensible. J'ai commencé à travailler dans la zone d'exclusion en 2009, juste après avoir obtenu mon diplôme en physique des rayonnements à l'Université de Manchester. Au début, il s'agissait de contrats à court terme avec diverses organisations internationales, puis d'un poste permanent au sein du consortium chargé de l'entretien du nouveau sarcophage. Au fil des ans, j'ai passé plus de temps à l'intérieur de la zone que la plupart des gardes ou des liquidateurs des années 80. Je connaissais chaque couloir, chaque point anormal de rayonnement élevé, chaque légende et chaque anecdote racontée par les anciens. J'en avais vu assez pour comprendre que les radiations ont des effets étranges sur la perception humaine, mais tous ces effets peuvent s'expliquer par la médecine et la physique. Je suis arrivé pour prendre la relève le lundi 18 mars 2024, vers 9 h du matin. Je suis parti de Kiev dans un minibus de service avec le reste de l'équipe. Nous étions 12 personnes, des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes de la sécurité. Procédure standard, enregistrement au poste de contrôle de Dityatki, réception des dosimètres et des équipements de protection individuelle, briefing sur la sécurité. Il faisait frais, environ 8 degrés, le ciel était couvert de nuages gris, un début de printemps typique pour cette région. La neige avait déjà fondu, laissant apparaître l'herbe de l'année dernière, et la boue imprégnée de césium-137 et de strontium-90. Mon équipe pour cette période comprenait 4 spécialistes avec lesquels j'avais déjà travaillé auparavant. Le docteur Catherine Holmes, 36 ans, radiobiologiste suédoise, était responsable du suivi médical du personnel et de l'étude des effets biologiques des faibles doses d'irradiation. Oleg Kravchenko,
42 ans, ingénieur mécanicien ukrainien, travaillait dans la zone depuis 1995 et connaissait chaque boulon de la structure du sarcophage. Tommy Andersen, 28 ans, technicien en électronique norvégien, spécialiste de la maintenance des équipements dosimétriques, et Natasha Sokolova, 31 ans, traductrice et coordinatrice ukrainienne, qui aidait à la communication entre l'équipe internationale et le personnel local. Les 3 premiers jours se sont déroulés comme d'habitude. Nous avons effectué une surveillance régulière du niveau de radiation à l'intérieur du nouveau sarcophage, une immense structure en arc de 108 mètres de haut qui recouvre entièrement le 4e réacteur détruit et l'ancien sarcophage en béton, construit en 1986. Notre tâche consistait à vérifier le système de surveillance à distance, à calibrer les capteurs et à prélever des échantillons pour analyser la migration des radionucléides. La température à l'intérieur du sarcophage était d'environ 12 degrés, avec un taux d'humidité élevé en raison de la condensation constante. L'éclairage était faible, provenant uniquement de nos lampes et des rares lampes de secours, qui projetaient des ombres nettes sur les murs en béton et les structures métalliques. Le jeudi 21 mars, vers 14h45, je prenais des mesures au 3e niveau de l'ancien sarcophage, dans la zone que nous appelions le couloir ouest. Il s'agit d'un passage étroit, d'environ 2 mètres de large, tracé entre les murs en béton et les poutres métalliques de soutien. Les murs sont recouverts de couches de poussière accumulées au fil des décennies, avec par endroits des traces de rouille et des efflorescences salines. Le niveau de radiation y est relativement stable, environ 150 microrangens par heure, ce qui est considéré comme modéré pour l'intérieur du sarcophage. C'est suffisamment élevé pour nécessiter un équipement de protection, mais pas critique pour un séjour de courte durée. Je marchais dans le couloir avec un dosimètre DKZ K96, effectuant des mesures de contrôle tous les 10 mètres et enregistrant les données sur une tablette. Tommy me suivait avec un spectromètre gamma portable identifiant la composition isotopique, une procédure standard que nous avions effectuée des centaines de fois. Et soudain, à une trentaine de mètres devant moi, dans la faible lumière de ma lampe, j'ai aperçu une silhouette. L'homme me tournait le dos, penché sur un équipement près du mur. Il était vêtu de manière étrange. Il ne portait pas la combinaison de protection moderne, anti-VEC que nous portions, ni la tenue orange des liquidateurs. Il portait des vêtements civils ordinaires, une veste sombre, un jean, des bottes robustes. Sur la tête, il portait un masque à gaz GP5, le même masque en caoutchouc noir à verre rond qui était distribué à la population civile en URSS. Il ne portait pas de combinaison de protection complète. Je ne voyais aucun dosimètre. J'ai tout de suite compris qu'il n'avait rien à faire ici. Aucun membre du personnel ne s'habille ainsi, et personne n'entre dans le sarcophage sans équipement de protection complet. Je l'ai interpellé, d'abord en anglais, puis en russe. « Hé, arrêtez! Vous n'avez rien à faire ici !» Il n'a pas répondu. Il a continué à manipuler l'équipement qui, comme je l'ai remarqué en m'approchant, semblait très ancien. Une sorte d'appareil dans un boîtier métallique avec des fils qui en sortaient. Ce n'était pas du matériel moderne. Tommy s'est approché de moi et m'a demandé à voix basse qui était cet homme. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, mais que nous devions immédiatement le découvrir, car cet homme était soit un intrus, soit en danger de mort. Rester dans cette zone sans protection pendant plus de 10 minutes signifie recevoir une dose dont on ne se remettra pas. Nous nous sommes approchés à environ 5 mètres et je l'ai interpellé à nouveau. Cette fois-ci, plus fort, plus fermement. « Camarade, vous m'entendez ? Vous devez quitter cette zone immédiatement. » L'homme s'est lentement retourné. Je n'oublierai jamais ce moment. À la lumière de ma lampe,
J'ai vu son visage derrière les lunettes de son masque à gaz. Jeune, peut-être 24 ou 25 ans. Des traits slaves, des cheveux noirs dépassant de son masque en caoutchouc. La peau pâle, presque grise. Mais le plus effrayant, c'était de ses yeux. Grand ouvert, il me regardait droit dans les yeux, mais comme à travers moi, comme s'il voyait autre chose, quelque chose au-delà de la réalité. Et ils exprimaient une terreur absolue, mêlée à une sorte de détermination désespérée. Pas une peur actuelle, mais une peur figée, ancienne, comme si ce visage s'était figé dans un moment de cauchemar ancestral et n'en était jamais sorti. Il m'a regardé pendant 5 secondes, sans bouger, sans cligner des yeux. Ses mains serraient un objet quelconque. Je ne pouvais pas distinguer exactement quoi. Quelque chose de métallique, de forme cylindrique. Puis, sans dire un mot, il s'est retourné et a continué à marcher dans le couloir. Il ne courait pas, ne s'agitait pas, il marchait simplement d'un pas régulier et mécanique, s'enfonçant dans l'obscurité, traînant derrière lui cet appareil métallique qui raclait le sol avec un bruit sourd. Je lui ai crié de s'arrêter, mais il n'a pas réagi. Tommy et moi nous sommes précipités à sa poursuite, nos lampes torches projetant des ombres sur les murs, le cœur battant à tout rompre. Mais lorsque nous avons atteint l'endroit où il se dirigeait, le couloir était vide, une impasse, un mur de béton devant nous, aucune porte ni passage, aucune fissure assez grande pour laisser passer une personne. La seule issue était de revenir sur nos pas. Mais le couloir était complètement vide. Tommy vérifia le dosimètre. Les mesures étaient la montée normale pour cette zone, environ 160 microrangen. J'inspectais le mur, le sol. La poussière sur le sol était intacte. Aucune empreinte de pas, aucune rayure laissée par un appareil traîné. Seules donnent nos traces menées dans là-bas et revenaient. Comme si cet homme n'avait jamais été là. Mais nous l'avions tous les deux vu. Chaque détail, le masque à gaz noir, la veste sombre, l'objet métallique dans ses mains. Ce bruit de grattement résonnait encore dans mes oreilles. Nous sommes de retourner au camp de base 20 minutes plus tard. J'ai décrit l'incident en détail au coordinateur de l'équipe, Igor Petrovitch Zimin, un vétéran ukrainien qui travaillait à la station avant l'accident de 1986 et qui était revenu dans la zone en 1992. C'était un homme grand, d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au visage sillonné de rides qui pouvaient être dus à l'âge ou au stress. Il écoutait en silence, le visage de plus en plus tendu. Quand j'eus terminé, il resta longtemps silencieux. Puis, il me demanda si j'avais bien vu un homme ou s'il pouvait s'agir d'un effet d'ombre dû aux poutres de la structure, d'un jeu de lumière. J'ai insisté sur le fait que j'avais vu un être humain vivant. Tommy a confirmé chaque détail. Igor a vérifié le registre d'accès. À ce moment-là, seules 3 équipes me travaillaient à l'intérieur du sarcophage, et tous leurs itinéraires étaient documentés. Personne n'était entré dans le couloir ouest du 3e niveau. Puis, Igor a posé une question étrange. Il a demandé si cette personne portait un masque à gaz GP5, noir, civil. J'ai acquiescé. Igor m'a regardé longuement, avec une sorte de triste compréhension dans les yeux. Il a dit que nous avions besoin de nous reposer, que les radiations et les espaces confinés jouaient de parfois des tours à la perception. Mais je voyais, bien qu'il ne croyait pas à ses propres paroles, il savait quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans une chambre du dortoir de la centrale, dans un bâtiment construit à l'époque soviétique. Une pièce étroite avec 2 lits en fer, de la peinture écaillée sur les murs et une odeur d'humidité. Dehors, il faisait nuit noire. À Pripyat, aucun réverbère n'éclaire les rues. La ville est morte depuis 38 ans. Je repassais dans ma tête ce que j'avais vu, ce regard, ses yeux derrière les lunettes du masque à gaz. Il y avait quelque chose d'inhumain dans ce regard. Pas de méchanceté, pas d'agressivité, juste de la confusion, comme si cet homme avait oublié qui il était,
Où il allait, pourquoi il existait. Le lendemain matin, le vendredi 22 mars, j'ai décidé de parler directement à Igor. Je l'ai trouvé dans le bâtiment administratif, où il vérifiait des documents. J'ai fermé la porte et lui ai demandé directement « Vous savez qui c'était, n'est-ce pas ?» Igor m'a longuement regardé, puis il a poussé un profond soupir et m'a dit qu'il y avait de vieilles histoires, pas officielles, pas documentées. Des histoires racontées par les ouvriers qui sont là depuis longtemps. À propos d'un fantôme dans le couloir ouest, il m'a raconté qu'à la fin des années 80, lorsque la zone était encore en cours de formation, lorsque les cordons n'étaient pas encore aussi stricts qu'aujourd'hui, les premières personnes extérieures ont commencé à pénétrer à Pripyat et dans ses environs. Pas des touristes. Le tourisme était alors impensable. Il s'agissait de pillards, de chasseurs de ferraille, d'aventuriers. On les appelait de différentes manières. Voleurs, intrus, puis un mot est apparu et s'est imposé. Les stalkers, des personnes qui s'introduisaient dans la zone pour le profit, pour les sensations fortes, pour quelque chose qu'elles-mêmes eux ne pouvaient pas toujours expliquer. Au printemps 1989, 3 ans après la catastrophe, l'un de ces stalkers s'est introduit dans l'enceinte de la centrale. C'était un jeune homme russe, originaire de la région de Briansk. Selon les rumeurs, il s'appelait Dmitri, mais personne ne le savait avec certitude. Il avait contourné la sécurité pendant la nuit, en escaladant la clôture quelque part dans la zone industrielle. On disait qu'il cherchait quelque chose de précis, du matériel à revendre, ou, selon une autre version, qu'il cherchait son frère qui travaillait à la centrale et avait péri lors de l'accident. Il n'avait aucune protection, à part un vieux masque à gaz qu'il avait trouvé quelque part. Pas de dosimètre, aucune idée du danger que représentait la radiation. En 1989, les gens connaissaient déjà les dangers, mais beaucoup les sous-estimaient encore. Les radiations sont invisibles, imperceptibles. Vous pouvez vous tenir dans une zone mortellement dangereuse et vous sentir normal, jusqu'à ce que, quelques heures plus tard, les nausées commencent, que quelques jours plus tard, vos cheveux tombent, que quelques semaines plus tard, vos organes cessent de fonctionner. Ce type est entré dans le 4e bloc. Il a réussi à passer par l'un des trous du sarcophage qui n'était pas encore terminé à l'époque. Peut-être cherchait-il du cuivre dans les câbles, ou peut-être autre chose. Les gardes ont découvert que quelqu'un s'était introduit dans l'enceinte seulement le matin, lorsqu'ils ont trouvé une trace, une grille coupée sur l'une des fenêtres du local technique. Ils ont donné l'alerte et ont commencé les recherches, mais ils n'ont trouvé que son sac à dos près de l'entrée du bloc. Dans le sac à dos, il y avait des outils, une scie, des pinces, une lampe de poche et un mot écrit sur une feuille de cahier, court, presque illisible. « Si je ne reviens pas, dites à maman que j'ai essayé de trouver Sacha. Pardonnez-moi. » Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils ont fouillé tous les locaux accessibles, vérifié chaque couloir. Mais à l'intérieur du sarcophage, il y avait de nombreux endroits où il était impossible d'entrer à cause des radiations. Le niveau de fond dans certaines zones atteignait plusieurs röntgens par heure, une dose mortelle en quelques minutes. Finalement, les recherches ont été interrompues. Ils ont décidé qu'il était soit mort d'irradiation quelque part dans une zone inaccessible, soit, ce qui est de moins probable, qu'il s'était échappé d'une manière ou d'une autre et était parti sans être remarqué. Officiellement, il n'existe aucune trace de cet incident. En 1989, l'Union soviétique existait encore, et ce genre de choses n'était pas documenté. Une vérité gênante qui aurait pu soulever des questions sur la sécurité de la zone. Sa famille, s'il en avait une, n'a jamais su ce qui était arrivé au jeune homme. Elle pense peut-être qu'il a disparu sur les routes ou qu'il s'est volatilisé pour commencer une nouvelle vie. Cela arrivait à l'époque. Mais depuis, dit Igor, les ouvriers le voient, parfois, pas souvent, une fois tous les quelques années.
toujours dans le couloir ouest du 3e niveau. Un jeune homme en civil et portant un masque à gaz, traînant derrière lui un appareil quelconque. Il apparaît, suit son chemin, puis disparaît derrière ce mur sans issue. Personne ne sait ce qu'il cherche. Personne ne sait pourquoi il est toujours là. Igor l'a dit d'une voix calme, sans dramatisme, comme s'il parlait d'un dysfonctionnement technique. Il a ajouté qu'il ne croyait pas aux fantômes. Il est ingénieur, un homme de science, mais il a vu suffisamment de choses étranges dans cet endroit pour ne pas exclure ce qu'il ne comprend pas. Les radiations font des choses étranges. Peut-être enregistrent-elles d'une manière ou d'une autre les événements, les impriment-elles dans la structure de la matière. Peut-être que dans des lieux où l'énergie et la mort sont si intenses, il se forme des anomalies que nous ne savons pas encore mesurer. J'ai demandé à Natacha de m'aider à trouver des informations sur les personnes disparues dans la zone à la fin des années 80. Elle a été surprise, mais a accepté. Au cours des 2 jours suivants, elle a contacté les archives locales, le musée de Tchernobyl, à Kiev, et même plusieurs vétérans liquidateurs qu'elle connaissait personnellement. Le dimanche 24 mars, elle m'a apporté un dossier contenant des photocopies de documents. La plupart étaient inutiles. Rapport sur la situation radiologique, liste du personnel, documents techniques. Mais dans un dossier daté de mai 1989, il y avait un mémorandum interne du service de sécurité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Texte bref et laconique. Le 23 avril, des traces d'intrusion non autorisées sur le site ont été découvertes. Des effets personnels appartenant à une personne non identifiée ont été trouvés. Une recherche a été effectuée. Résultat négatif. On suppose que l'intruse a quitté le site, renforcé la surveillance du périmètre. Et en annexe, la liste des objets trouvés. Sac à dos en toile de couleur grise. Outils, scie à métaux, pince, tournevis, lampe de poche, carnet de notes, partiellement brûlé. Masque à gaz GP5, sans sacoche. Masque à gaz, sans sacoche. Cela signifie que l'intrus portait un autre masque à gaz qu'il avait emporté avec lui, celui dans lequel je l'avais vu. Dans le carnet, comme indiqué dans la liste, il y avait des notes en russe, pour la plupart illisibles. Mais quelques des lignes ont été citées. Cela fait 3 jours que je cherche. On dit qu'il était dans le bloc 4 quand tout a explosé. On dit que beaucoup n'ont pas été retrouvés, qu'ils ont simplement été ensevelis sous le béton. Je dois essayer. Maman ne doit pas vivre ainsi, dans l'ignorance. Et la dernière note, écrite d'une autre main, plus assurée, le 22 avril, soir. Demain j'y vais. J'ai trouvé un moyen d'entrer par la salle technique dans l'aile ouest. Avec un peu de chance, je trouverai son emplacement. Si je n'ai pas de chance, eh bien, au moins, je saurai. Date. Le 22 avril 1989. La veille du jour où ses affaires ont été retrouvées. Il est entré dans le bloc le soir du 22 et n'en est jamais ressorti. Il n'y avait pas de nom dans les documents. Seulement la mention « personne non identifiée ». Pas de photo, pas d'enquête approfondie. L'affaire a été classée 1 semaine plus tard. Encore un détail gênant dans le chaos général qui régnait dans la zone à l'époque. Mais maintenant, j'avais une date, le 22 avril, et je savais que c'était 3 ans après la catastrophe, presque jour pour jour. La catastrophe s'était produite le 26 avril 1986. Il était venu chercher son frère le 22 avril 1989, il y a 35 ans. Le lundi 25 mars, j'ai décidé de retourner dans le couloir ouest. Oleg Kravchenko a accepté de m'accompagner. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je lui ai seulement dit que je voulais effectuer des mesures supplémentaires dans cette zone. Vérifier une théorie sur l'irrégularité du fond radioactif. Nous sommes entrés dans le couloir vers 15 heures. La température à l'intérieur du sarcophage était d'environ 11 degrés, l'humidité élevée. Nos lampes éclairaient dans l'obscurité des fragments de murs en béton, des poutres rouillées,
des fils électriques pendants au plafond. Au loin, on entendait le bruit monotone de l'eau qui gouttait, bande sonore permanente de cet endroit. Nous sommes arrivés à l'endroit où j'avais vu la silhouette. J'ai installé le dosimètre sur un trépied et j'ai commencé à enregistrer les mesures. Le fond était stable, environ 140 micro-roentgen. Rien d'inhabituel. Oleg vérifiait les murs à l'aide d'un thermoviseur, à la recherche de cavités cachées ou d'anomalies de température. Rien non plus. Nous avons travaillé pendant environ 20 minutes. Soudain, Oleg s'est figé en regardant l'écran du thermoviseur. Il m'a appelé doucement. Je me suis approché et j'ai regardé l'écran. Sur l'écran, qui affichait la température du couloir, il y avait une anomalie. Une tache froide, pas très grande, d'environ 1 mètre de diamètre, en forme d'ovale allongé, située à environ 20 mètres devant nous. La température dans cette tache était inférieure de 15 degrés à la température ambiante, moins 4 degrés Celsius, dans une pièce où la température devrait être uniforme. Nous nous sommes lentement dirigés vers cet endroit. Plus nous nous approchions, plus il faisait froid. Je voyais mon souffle se transformer en vapeur. Oleg marchait à côté de moi, le visage tendu. À 5 mètres de la tache froide, je l'ai revu. Il se tenait là, au même endroit qu'il y a 4 jours. Il nous tournait le dos, penché sur le même appareil. Veste sombre, jean, masque à gaz, GP5. Absolument immobile, comme une statue. Oleg l'a vu aussi. Je l'entendais respirer bruyamment à côté de moi. Il a murmuré quelque chose en ukrainien que je n'ai pas compris. Nous sommes en restés là, ne sachant que faire. Puis la silhouette s'est lentement retournée. Les mêmes yeux derrière les verres du masque à gaz. Le même regard vide, perdu, empreint d'une terreur ancestrale. Il nous regardait et je sentais le froid pénétrer à travers ma combinaison de protection, à travers ma peau, à travers mes os. Un froid anormal qui n'avait rien à voir avec la température de l'air. Il leva la main, lentement, avec effort, comme s'il surmontait une énorme résistance. Il désigna quelque chose derrière lui, vers le mur du fond. Sa main tremblait, ses doigts étaient écartés, et ce geste exprimait le désespoir, une demande, une supplication. Puis il se tourna à nouveau vers le mur et continua à manipuler l'appareil, qui, comme je le voyais, maintenant plus clairement, était un vieux dosimètre soviétique DP5, un modèle militaire dans un boîtier métallique vert, avec une antenne télescopique et une échelle analogique. Un appareil qui était utilisé dans les années 80. Je fis un pas en avant. Oleg m'attrapa par le bras pour m'arrêter, mais je me libérai. Il fallait que je comprenne. Je marchais lentement. Chaque pas me semblait lourd, comme si l'air devenait plus dense. Le froid s'intensifiait. Ma respiration se transformait en nuage de vapeur. Le dosimètre à ma ceinture se mit à crépiter. La fréquence des cliquetis augmentait. Le fond sonore s'amplifiait. Je me suis arrêté à 3 mètres. La silhouette était toujours dos à moi, penchée sur le dosimètre. Je voyais maintenant les détails. Un patch sur le coude gauche de la veste, des éraflures sur le jean, des rayures sur le corps du masque à gaz. Tout était réel, tangible, mais en même temps, pas tout à fait là, comme si je regardais une photo superposée à la réalité. Je me suis forcé à parler. Ma voix était rauque et les mots sortaient difficilement. J'ai demandé en russe « Qui êtes-vous ? Que cherchez-vous » La silhouette s'est figée. Pendant un instant, tous les sons ont disparu, même le bruit de l'eau qui coulait, même le ronronnement de la ventilation, toujours présent dans le sarcophage. Un silence absolu. Puis la silhouette a lentement tourné la tête, pas tout le corps, seulement la tête, et ce mouvement artificiel m'a fait reculer. Il me regardait. À travers les verres du masque à gaz, je voyais ses yeux, jeunes, bruns, pleins de souffrance. Ses lèvres bougeaient derrière le masque en caoutchouc, comme s'il essayait de dire quelque chose.
mais aucun son ne sortait. Seulement le mouvement des lèvres, des mots muets. J'essayais de lire sur ses lèvres, et il me semblait qu'il répétait toujours la même chose. Sacha. Où est Sacha? Sacha. Puis il a de nouveau montré le mur. Et soudain, j'ai compris. Il ne cherchait pas une issue. Il cherchait son frère. Ce frère qui était mort ici en 1986, qui avait peut-être été enseveli sous les décombres, emmuré dans le béton lors de la construction du sarcophage. Et ce type était venu ici 3 ans plus tard, en 1989, pour essayer de le retrouver, pour donner à sa mère un peu de réconfort. Mais lui-même n'est pas sorti. Il a reçu une dose mortelle, s'est perdu, était mort quelque part dans ces couloirs. Et maintenant, il était coincé ici, répétant sa recherche encore et encore, sans comprendre que 35 ans ont passé, qu'il n'est plus là depuis longtemps, qu'il fait désormais partie de cet endroit, comme les radiations dans les murs, comme le césium dans la poussière. Le dosimètre à ma ceinture s'est mis à biper. Les mesures ont grimpé à 300 microrentgen, puis à 400. Anomalie. Pic local de radiation sans cause apparente. Oleg me criait de reculer, mais je ne pouvais détacher mon regard de cette silhouette. Elle commença à se dissoudre. Pas à disparaître soudainement, mais précisément à se dissoudre, à devenir transparente, comme de la fumée se dispersant dans le vent. Je voyais le mur à travers elle. Je voyais les contours s'estomper, les détails, la veste, le masque à gaz, le dosimètre dans ses mains, perdre leur netteté. Le visage a été le dernier à disparaître, ses yeux qui me regardaient avec une supplication muette. Puis, il ne restait plus rien, seulement un couloir vide, le froid qui se dissipait lentement, et le hurlement de mon dosimètre qui s'atténuait progressivement, revenant à des valeurs normales. Oleg a couru vers moi, m'a attrapé par l'épaule et m'a fait pivoter. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. Il a dit quelque chose rapidement en ukrainien, puis est passé au russe. Qu'est-ce que c'était, bon sang? Tu as vu ça? Dis-moi que tu as vu ça. J'ai hoché la tête. Nous avions tous les deux vu. Nous avions tous les deux été témoins de quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Nous avons rapidement quitté le couloir, courant presque vers la sortie. Les dosimètres étaient on est revenu à la normale. La température était remontée à 11 degrés. Mais nos mains tremblaient, notre respiration était haletante, notre cœur battait à tout rompre. Non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de cette peur primitive qui se réveille lorsque la réalité cesse d'obéir aux lois connues. Nous sommes retournés au camp de base et avons immédiatement rapporté à Igor ce que nous avions vu. Cette fois, il n'a pas essayé d'expliquer cela par des illusions d'optique ou la fatigue. Il a écouté en silence, le visage impassible. Quand nous avons eu fini, il nous a demandé si nous voulions arrêter de travailler dans cette zone. Nous pouvions refuser de poursuivre nos missions dans le couloir ouest sans que cela ait de conséquences sur notre carrière. Mais j'ai dit que je voulais comprendre, que si c'était réel, aussi étrange que cela puisse paraître, il devait y avoir une explication scientifique et rationnelle. Igor m'a longuement regardé, puis il m'a dit qu'il y avait une personne à qui je devrais parler, le docteur Valéry Legasov. Non, pas celui qui a dirigé la liquidation, mais son neveu, un physicien nucléaire qui travaillait dans la zone depuis les années 90. Il étudiait les phénomènes étranges liés aux radiations, de manière non officielle, ce qui ne correspondait pas au modèle standard. Igor m'a donné ses coordonnées. J'ai contacté le docteur Legasov le soir même. Nous avons parlé pendant environ 1 heure, via une liaison satellite sécurisée. J'ai décrit ce que j'avais vu de la manière la plus objective possible, comme dans un rapport scientifique. Legasov a écouté, posé des questions précises sur la température, les anomalies de rayonnement, les détails du phénomène visuel, puis il m'a exposé sa théorie. Il appelait cela l'empreinte quantique, un processus hypothétique
dans lequel des événements énergétiques extrêmes peuvent laisser des empreintes dans la structure quantique de l'espace. Pas dans la matière ordinaire, mais à un niveau plus profond, dans ce que certains physiciens appellent le champ zéro, l'énergie du vide. Ces empreintes contiennent des informations non seulement visuelles, mais aussi émotionnelles et intentionnelles. L'intention, le désir, la peur, l'amour, tout ce qui faisait de cet homme un être humain dans ses derniers instants. Dans les zones de radiation extrême, disait Legasov, où une énorme quantité d'énergie est libérée en peu de temps, où les liaisons atomiques sont détruites et où des particules subatomiques sont libérées, ces empreintes peuvent être particulièrement fortes. Tchernobyl est l'un de ces endroits. Une énergie équivalente à des dizaines de bombes atomiques y a été libérée. Des gens y sont morts d'une intoxication aiguë aux radiations, l'une des morts les plus effroyables, où le corps se désagrège littéralement au niveau cellulaire. Et si quelqu'un est mort ici avec une intention forte et inachevée, avec un désir désespéré qui a été interrompu par la mort, cette intention a pu s'imprimer, s'inscrire dans la structure de l'espace et, dans certaines conditions, peut être liée à des fluctuations électromagnétiques, peut-être à la présence d'un observateur, peut-être aux phases de la Lune ou à l'activité solaire. Ces empreintes pouvaient se manifester, non pas comme des hallucinations, mais comme des phénomènes réels et mesurables, des anomalies de température, des pics de radiation, des manifestations visuelles. C'était de la pseudoscience aux yeux de la plupart de ses collègues, a reconnu Legasov. Il n'avait pas suffisamment de données pour une publication évaluée par des pairs. Mais il avait déjà documenté 12 cas de phénomènes similaires dans la zone au cours des 20 dernières années. Des lieux différents, des circonstances différentes, mais toujours liés à des personnes qui sont mortes ici, dans des circonstances tragiques et avec des objectifs inachevés. J'ai demandé s'il était possible d'aider d'une manière ou d'une autre, libérer ces empreintes, leur donner la paix, si cela s'applique aux structures quantiques. Legasov est resté longtemps silencieux, puis il a dit qu'il ne savait pas. Peut-être que le simple fait de savoir suffit. Peut-être que lorsque quelqu'un témoigne, lorsque quelqu'un voit et comprend, l'empreinte obtient ce dont elle a besoin, la reconnaissance de son existence, ou peut-être faut-il achever ce qui n'a pas été achevé, trouver ce que l'on cherchait, répondre à la question qui est restée sans réponse pour toujours. Le mercredi 27 mars, je suis retourné dans le couloir ouest. Cette fois-ci, j'avais un objectif précis. J'avais emporté avec moi un géoradar portable, un appareil de sondage souterrain, capable de détecter des cavités et des objets dans le béton jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Officiellement, j'ai expliqué que cela était nécessaire pour vérifier l'intégrité structurelle du mur dans cette zone. Igor a donné son accord, mais j'ai compris à son regard qu'il connaissait la véritable raison. Je suis parti seul. Cela allait à l'encontre de tous les protocoles de sécurité. Mais certaines choses doivent en être faites seules. Je suis arrivé à l'endroit où la silhouette disparaissait toujours devant un mur en cul-de-sac. J'ai installé le géoradar et commencé le balayage. Le béton était épais, environ 2 mètres. Derrière lui, il y avait un autre mur qui faisait partie de la construction originale du 4e bloc. Mais le géoradar indiquait une anomalie, une cavité entre les murs, petite, d'environ 1,5 mètre de large, et à l'intérieur de cette cavité, des objets. Plusieurs objets, denses, métalliques ou organiques. Le radar ne pouvait pas les déterminer avec précision, mais ils étaient bien là. J'ai noté les coordonnées et effectué un balayage complet de la zone. Puis je suis revenu et j'ai montré les données à Igor. Il a longuement étudié le radarogramme, puis a appelé quelqu'un, parlant ukrainien rapidement et à voix basse. 1 heure plus tard, 2 ingénieurs et le chef de la sécurité sont arrivés. Ils ont décidé d'ouvrir le mur,
pas tout de suite, car cela nécessitait des autorisations, des protocoles et des contrôles de sécurité radiologique. Mais 5 jours plus tard, le 1er avril 2024, une équipe équipée de matériel de découpe est arrivée dans le couloir ouest. J'étais là quand ils ont percé un trou dans le béton. La scie diamantée vrombissait, la poussière de béton flottait dans l'air, les dosimètres crépitaient. Le fond a atteint 200 microrentgen à cause des particules perturbées. Après 3 heures de travail, ils ont percé un passage suffisamment grand pour qu'une personne puisse passer. Je me suis porté volontaire pour entrer le premier. J'ai enfilé une protection supplémentaire, pris une lampe et un appareil photo, vérifié le dosimètre. La cavité était étroite, sombre, l'air y était vicié. Je me suis faufilé à travers l'ouverture. L'espace entre les murs faisait environ 1 mètre de large et s'étendait sur 5 mètres de long. Le sol était recouvert de débris, morceaux de béton, ferraille, poussière. Et là, au fond, partiellement ensevelis sous les débris, je les ai vus. 2 corps. Le premier était un squelette, complètement décomposé, les vêtements réduits à des lambeaux de tissu. Les mi-restes gisaient dans une position anormale, les bras tendus, comme s'ils essayaient d'atteindre quelque chose. À côté se trouvait un casque avec une visière fissurée, jaune, avec l'emblème soviétique. Un ouvrier. Il était peut-être mort pendant l'accident ou juste après, lors de la construction des premières 100 structures de protection. Le deuxième corps était plus récent, momifié, mais reconnaissable. Un homme vêtu d'une veste sombre et d'un jean, allongé face contre terre, une main tendue vers le premier squelette. Il portait encore un masque à gaz GP5, fissuré et couvert de poussière. À côté de lui se trouvait un dosimètre d'EP5 dans un boîtier vert. Je me tenais là, dans l'espace étroit, entre les murs, entouré de morts, et j'ai compris. Il l'avait trouvé. Ce stalker qui était venu en 1989 pour chercher son frère, il l'avait trouvé. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert cette cavité, s'était introduit ici et avait vu les restes. Et peut-être qu'à ce moment de soulagement, d'achèvement, il avait réalisé la quantité de radiation qu'il avait déjà reçue. Il avait compris qu'il ne sortirait pas d'ici vivant. Il s'était allongé à côté de son frère et était mort ici, il y a 35 ans, dans cette étroite tombe de béton. J'ai tout photographié, tout documenté. Puis je suis revenu et j'ai fait rapport de ma découverte. Des représentants officiels sont arrivés, des représentants du gouvernement ukrainien, des experts en criminalistique, des médecins. Les 10 restes ont été exhumés au cours des 2 jours suivants, dans le respect de tous les protocoles de manipulation des matières radioactives. Grâce aux vêtements et aux effets personnels, ils ont pu établir l'identité des victimes. Le premier squelette appartenait à Alexandre Nikolaïevitch Voronov, ingénieur mécanicien qui travaillait sur le 4e réacteur et avait disparu sans laisser de traces lors de l'accident du 26 avril 1986. Il avait 28 ans. Il a été officiellement déclaré mort, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Sa famille a reçu un certificat de décès sans inhumation. Le deuxième était Dmitri Nikolaïevitch Voronov, le frère cadet d'Alexandre. Il avait 24 ans en 1989. Il vivait à Briansk et travaillait comme serrurier dans une usine. Après la mort de son frère aîné, leur mère est tombée en dépression et répétait sans cesse qu'elle ne pourrait pas se résigner tant qu'elle ne saurait pas exactement ce qui lui était arrivé et où il était enterré. Dmitri lui a promis de trouver des réponses. Au printemps 1989, il a disparu. La famille pensait qu'il était parti, qu'il avait commencé une nouvelle vie, incapable de supporter son chagrin. Sa mère est décédée en 1993 sans jamais avoir appris la vérité. Aujourd'hui, les 2 frères ont été retrouvés, ensemble. L'analyse ADN a confirmé leur lien de parenté. Ils ont été enterrés au cimetière de Briansk,
dans la tombe familiale, près de leur mère. La cérémonie était modeste, en présence de parents éloignés, de quelques deux vétérans liquidateurs et d'un représentant du gouvernement ukrainien. Et moi, je sentais que je devais être là. Après l'enterrement, je suis retourné dans la zone pour terminer mon service. Le 10 avril 2024, le dernier jour avant mon départ, je suis retourné dans le couloir ouest. L'ouverture dans le mur avait été comblée, avec du béton frais qui commençait déjà à durcir. L'endroit semblait normal, sans particularité. Je suis resté là pendant environ 20 minutes, effectuant les dernières mesures du fond de rayonnement. Tout était normal. La température était stable, 12 degrés. Le fond était de 140 microrentgen. Aucune anomalie, aucune tache froide, aucune silhouette dans l'obscurité. Je ne sais pas ce que j'attendais. Un signe, une confirmation, mais il n'y avait que le silence habituel du sarcophage, le bruit de l'eau qui goûtait quelque part, le ronronnement de la ventilation. En partant, je me suis retourné une dernière fois, et pendant un instant, très bref, j'ai vu quelque chose. Pas une silhouette distincte, mais plutôt une sensation de présence, un léger scintillement dans l'air. Et un sentiment, pas de peur, pas d'horreur, mais quelque chose comme de la gratitude, du soulagement, de la paix. Puis cela a disparu, et je savais que cela ne reviendrait plus. L'empreinte avait obtenu ce dont elle avait besoin. La fin, la reconnaissance, la certitude que la recherche était terminée, que les frères étaient réunis, que leur mère, où qu'elle soit, savait désormais elle aussi. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. J'écris ces lignes dans mon appartement à Kiev, en octobre 2024. Officiellement, je travaille toujours dans la zone, même si j'ai pris un congé prolongé depuis avril. J'avais besoin de temps pour assimiler ce que j'avais vu, pour comprendre ce que cela signifiait pour ma perception de la réalité. Le rapport officiel sur l'incident a été rédigé de la manière la plus sobre et la plus rationnelle possible. Les restes de 2 personnes disparues dans les années 80 ont été retrouvés. La découverte l'a été faite à la suite d'un scan géoradar de routine des structures du sarcophage. Aucune mention n'a été faite des phénomènes visuels, des anomalies de température ou des empreintes. Cela aida de rester dans les conversations informelles, dans les notes que je prends pour moi-même. Le docteur Legazov m'a contacté 1 mois après l'exhumation. Il a déclaré que ce cas confirmait sa théorie plus que tout autre. L'empreinte ne se manifestait pas simplement, elle interagissait, indiquait, guidait vers l'accomplissement de son objectif. Cela suggère que ces phénomènes ne sont pas de simples enregistrements, mais quelque chose de plus complexe. Peut-être une forme de conscience conservée dans la structure quantique, peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas encore définir avec nos termes modernes. Je ne sais pas si j'y crois complètement. Je reste un homme de science, mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, et je sais qu'il existe dans ce monde, en particulier dans des lieux d'énergie et de tragédie, extrêmes comme Tchernobyl, des choses qui ne cadrent pas avec nos modèles actuels de la réalité. Oleg Kravchenko a demandé à être transféré dans un autre service après l'incident. Il ne travaille plus à l'intérieur du sarcophage, préférant les structures extérieures et le travail administratif. Nous nous voyons parfois, nous buvons un café, mais nous ne parlons jamais de ce que nous avons vu. Certaines choses sont trop lourdes pour être exprimées avec des mots. Natacha m'a aidé à entrer en contact avec les parents restants des frères Voronov. Ils avaient une nièce, la fille de leur sœur, qui a aujourd'hui une 50aine d'années. Elle ne se souvenait pas de ses oncles, elle était trop jeune lorsqu'ils sont morts. Mais elle se souvenait de sa grand-mère, la mère des frères, et de la façon dont elle avait pleuré leur perte toute sa vie. La nièce était reconnaissante que les corps aient enfin été retrouvés, que la famille ait pu tourner la page, même si cela avait pris plus de 30 ans. Je ne lui ai pas parlé du fantôme. Je ne lui ai pas dit que le plus jeune des frères errait toujours dans les couloirs,
répétant sans cesse ses recherches. Il vaut mieux taire certaines choses. Igor Petrovitch m'a raconté plus tard plusieurs autres histoires, pas seulement sur le couloir ouest, mais aussi sur d'autres endroits de la zone. La salle de contrôle du 4e bloc, où l'on entend parfois des voix donner des ordres, alors que la pièce est vide depuis 38 ans. L'hôpital de Pripyat, où, dans le sous-sol où ont été entreposés les vêtements radioactifs des pompiers du premier jour, les gens voient comme des silhouettes en combinaison de protection qui tentent sans cesse d'enlever ces vêtements. La forêt rouge, où les arbres sont morts dans les premiers jours qui ont suivi l'accident, et où certains ouvriers jurent voir des gens marcher entre les troncs morts, des gens qui disparaissent quand on s'approche d'eux. Des légendes, des histoires pour effrayer les nouveaux venus. C'est ce que dit la partie rationnelle de mon esprit. Mais après ce que j'ai vu, je ne peux plus les ignorer aussi facilement. Les radiations font des choses étranges, non seulement au corps, mais peut-être aussi à la structure même de l'espace et du temps. Dans les endroits où une telle quantité d'énergie est libérée, où tant de personnes meurent d'une mort si horrible, peut-être que le voile ténu de la réalité se déchire réellement. Peut-être que certains moments, certaines intentions, certaines âmes restent, se bloquent, se répètent. Je suis retourné au travail en septembre. Nouvelle équipe, nouvelle tâche. J'évite le couloir ouest du 3e niveau, même si officiellement, il est sûr d'y travailler. Je n'en vois tout simplement pas la nécessité. D'autres membres de l'équipe y travaillent, parfois, et ne signalent de rien d'inhabituel. La température et c'est normal. Le niveau de radiation est stable. Pas de taches froides, pas de silhouette. Dmitri Voronov a retrouvé son frère. Son empreinte a été complétée. Il ne cherche plus. Mais parfois, tard dans la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je pense aux autres. À ceux dont les corps n'ont pas été retrouvés, dont les histoires sont restées inachevées, dont les empreintes existent peut-être encore quelque part dans la zone, répétant leurs derniers instants encore et encore. Les pompiers qui ont été les premiers à arriver sur le réacteur en feu, sans savoir qu'ils étaient déjà morts. Les dispatchers qui ont tenté de contrôler l'incontrôlable. Les liquidateurs qui ont largué des sacs de sable et de plomb dans le réacteur depuis des hélicoptères, recevant des doses mortelles en quelques minutes. De simples ouvriers, des ingénieurs, des soldats, des milliers de personnes dont la vie s'est terminée ici. Combien d'entre eux ont laissé des empreintes? Combien répètent encore leurs derniers gestes, coincés dans une boucle quantique entre la vie et la mort? Et que se passera-t-il lorsque le sarcophage commencera à se désagréger, lorsque le niveau de radiation diminuera, lorsque la structure énergétique qui soutient ces empreintes changera? Disparaîtront-elles? Seront-elles libérées? Ou resteront-elles pour toujours, comme des isotopes radioactifs, avec une demi-vie de plusieurs milliers d'années, s'atténuant lentement mais ne disparaissant jamais complètement? Je ne connais pas les réponses. Peut-être que personne ne les connaît. Peut-être que dans 100 ans, la physique aura suffisamment progressé pour mesurer et comprendre ces phénomènes. Peut-être resteront-ils à jamais dans le domaine de l'inconnu, à la frontière entre la science et le mystique. Mais je sais une chose, Tchernobyl n'est pas simplement un lieu mort, c'est un lieu de mémoire, pas au sens métaphorique, mais littéralement. La Terre ici se souvient, les murs se souviennent. La radiation, qui a imprégné chaque atome, chaque molécule, se souvient. Et parfois, dans certaines conditions, cette mémoire se manifeste, nous montrant ce que nous préférerions ne pas voir, nous rappelant le prix de l'erreur humaine, les tragédies que nous essayons d'oublier.